nos esprits ce matin pour débuter le tout. Alors, si on veut bâtir sur cette première session, maintenant, on va se concentrer sur 3 pays où il y a des efforts de zéro-surveillance très ambitieuses. Nous avons donc un panel entièrement virtuel et c'est pour ça qu'on m'a laissé modérer la séance. Je voudrais présenter nos 3 panélistes. D'abord, il y a donc Olav Ugnez, qui est virologue au département de virologie de l'Institut norvégien de la santé publique. Hein, comme disait Maria, elle est donc un acteur au niveau national et aussi qui travaille avec l'OMS depuis plusieurs années. Elle a commencé avec le SRAS en 2003 et qui travaille aussi sur les diagnostics moléculaires et de l'épidémiologie moléculaire des virus de la grippe depuis 1996. Alors, merci de nous joindre depuis la Norvège. Il y a donc le docteur Hans Adja, qui est microbiologiste médical et chef du département des infections transmises par le sang chez Sanquin, une organisation qui fournit des services de sang dans tous les Pays-Bas. Il dirige la recherche scientifique dans le domaine de la médecine transfusionnelle et de l'immunologie. Il est également professeur émérite d'infections transmises par le sang à l'Université d'Amsterdam. Nous avons aussi parmi nous la docteure Ellen Ward, qui est professeure de la santé publique à l'Imperial College de Londres et chercheuse principale au National Institute for Health and Care Research. Ses recherches portent sur l'épidémiologie et le contrôle des maladies infectieuses, notamment le VIH, les infections sexuellement transmissibles et le SRAS-CoV-2. Alors, sur ce, on vous souhaite le bienvenu. Merci de vous joindre à nous. Donc, c'est l'après-midi pour vous. Vous avez évité la température froide à Montréal. On a hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Et on va commencer avec Olav Ugnez. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir invité à cette réunion hautement distinguée. Je vais essayer de partager mon écran maintenant. J'essaie de déchiffrer ce qui m'apparaît à mon écran. Vous devez être en mesure maintenant de partager votre écran. OK. I wonder if you can see. Je me demande si vous pouvez voir mon écran en ce moment. On ne voit pas votre écran pour l'heure. So what are you seeing now? Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Si vous pouvez choisir donc le plein écran, c'est là qu'on va capter votre présentation. Ça y est. Alors, est-ce que je suis en mode présentateur ou est-ce que c'est le plein écran? C'est parfait comme ça. Merci. Alors, ce que je vous présente, c'est en fait une façon très simple de présenter la zéro-épidémiologie, mais en fait, à travers plusieurs années, on a pu soutenir cette approche, et ce, dans un contexte de mon pays. So this is things that started with my former colleague and kind of my idol in a way, Professor Lars. Mon collègue et mon idole, le professeur, Monsieur Lars Eichheim, a commencé ses enquêtes dans les années 70. Et c'était donc au moment
de la quasi-pandémie russe de H1N1 en 1977 et 78. Alors, il a sollicité des sérums résiduels anonymes provenant des laboratoires euh, hospitaliers. Et comme ça, on a obtenu une couverture de tous les pays. On a représenté tous les âges. On avait des proportions démographiques. Bien sûr que tous les sérums étaient anonymes. On a fait de la collecte annuelle au mois d'août. On a compté les différentes résidents dans différents comtés et leur statut de vaccination. Environ 120 échantillons étaient collectés par comté, plus ou moins, pour un total d'environ 2000 sérums dans les collectes qu'on a fait. En ce cas des antigènes, on cherchait donc des souches vaccinales et d'autres variants antigéniques pertinents. En général, 4 à 6 antigènes. En ce cas des objectifs de l'étude, on voulait faire une évaluation rétrospective de la circulation du virus par souche, par groupe d'âge et par région. On voulait également évaluer l'immunité et le potentiel épidémique dans l'avenir, et ce, de façon annuelle, peut-être que ce soit par des variants antigéniques, des risques, on voulait évaluer les risques saisonniers et aussi un risque d'émergence d'autres souches et d'autres virus. Bien sûr, on a fait notre possible pour informer l'OMS lors de ces réunions sur la composition des vaccins, par exemple, le schéma de la réactivité des anticorps humains à différentes souches de virus, comment ça pourrait être différent de celui des anticorps de furet. Donc, c'était une caractérisation, c'était pour caractériser les vaccins, pour les mettre à niveau. Par exemple, dès le début de notre programme, lorsque on a vu la réémergence de la grippe AH1N1 ou la grippe russe, il y avait donc, on a su que c'était une réémergence de la souche de 1957. La plupart des gens, donc, avaient une immunité naturelle à ce virus. En bleu, à gauche, on voit donc le sérum de 1977 et après, on voit en 1978 l'accroissement de la positivité chez les personnes qui sont nées après 1957. Donc, on a vu un impact invariable. Et c'est un exemple de notre façon d'évaluer ce qui s'est passé. Pour donc évaluer le risque donc, de la pandémie, que ça se répande, on a regardé donc des infections aux États-Unis en 1911 et 1912, où il y avait donc des infections zoonotiques d'origine porcine, surtout on a vu donc plutôt en 2011 cette infection aux États-Unis. Et sachant que ce virus était donc transmissible entre êtres humains, on raisonnait qu'il y avait des gens qui avaient été exposés aux personnes qui avaient contact avec ces sources. Dans les années 90, on voyait, par exemple, une séropositivité détectable
en ce cas de ce virus d'origine porcine. Et donc, on a vu donc un déversement, si vous voulez, de ce virus chez la population porcine avec des tributaires qui étaient prévisibles au niveau de l'âge des personnes atteintes. J'ai marqué dans le cercle qu'il y avait donc notre évaluation des risques qui avait été donc déclinée ici selon notre programme d'études d'épidémique. Aussi, nous avons voulu faire une sélection soigneuse des souches de vaccins. Ici, on voit l'immunité selon les groupes d'âge et la différenciation assez simplistique. On voit qu'il y a une connexion entre la proportion de gens qui ont des anticorps pendant l'été et l'impact de ce virus pendant l'hiver subséquent. On a différents profils pour différents virus d'influenza. Nous avons aussi cet exemple de l'utilité de l'enquête. On a pu analyser les variants et ce contre différents exemples de personnes. Par exemple, en bleu, c'est le virus H1N1. Il y avait des variants qui... et on ne voit pas vraiment la différence entre les personnes vaccinées et les personnes... Mais il y a beaucoup de différences en ce qui a des antigènes chez les gens qui ont été atteints par un autre virus. Et parfois, on peut indiquer que les corps ou les anticorps humains et les corps humains discriminent différemment entre les antisérums de furet utilisés pour la caractérisation des virus. Voici donc un grand plan sur ce qu'on peut décerner. Ça, ce sont donc des taux de mortalité dans la surveillance clinique à travers plusieurs saisons. On voit les différences saisonnières selon donc un accrudissement du virus, le H1, plutôt le AH3N2 a connu donc un pic. Il y a aussi l'influenza A qui a fait son apparence. Ce n'a pas toujours été le cas. Si on considère la dominance à travers les saisons, ici, on voit une corrélation qui est assez complète. Donc, la différence entre les virus A, par exemple, le H3, fluctue substantiellement. Et en 1977, on voit qu'il y a un autre virus qui n'a pas fait beaucoup. Le H1N1 a pu être éliminé et on a vu que en 2009, il y avait donc une flambée. Les schémas ont changé pour la grippe B. Dans les années 80, il y avait de grandes épidémies. C'est ainsi aussi pour les années 90. Il y avait l'émergence des lignées distinctes de Victorio II en 1987 et la Yamagata donc en 1998. Ensuite, il y a l'absence de lignée B pour le Victoria en 1990 jusqu'à 2022. Donc, on voit donc des différents impacts immunologiques qui est très intéressant. Il y a des choses qu'on peut suivre lorsque on peut faire une étude pendant tant d'années.
Bien sûr, les sérums ont été utilisés pour mesurer l'immunité de population. Donc, pour, par exemple, poliovirus, la rubéole et le virus de la rougeole, avec l'émergence de la pandémie de COVID-19, on était les premiers en Norvège de regarder le zéro prévalence à partir des premiers panels au mois d'avril et au mois de mai, et un autre au mois d'août. On a fait donc d'autres échantillonnages, comme on a entendu hier, pour voir à quel point la population avait un impact. Il y avait très peu avant l'Omicron. C'était là que la Norvège a été vraiment frappée. Et bien sûr, on a fait une bonne computation avec ces sérins, avec une approche plus sophistiquée et avec une cohorte à plus petite échelle. On disposait de nombreuses données sur les donneurs. Donc, les données de cohorte pourraient corroborer l'interprétation des profils d'anticorps spécifiques observés dans les sérums résiduels anonymes, et inversement, les sérums résiduels permettaient d'obtenir de plus grands nombres et une représentation des groupes d'âge qui ne pourraient pas être facilement atteints par les cohortes. Alors, notre approche était à faible coût, juridiquement moins exigeant que les approches plus sophistiquées, et pouvait toucher des groupes d'âge plus larges. On a prouvé une durabilité à long terme grâce à la transmission des régimes des différents instituts, du personnel clé, etc. Donc, il faut se rendre compte que les prix des efforts sont raisonnables, mais il faut être déterminé et avoir une détermination sans faille. Ça nécessite, bien sûr, un engagement continu de la part des fournisseurs de sérums. Il y a un biais qui est présent quand même en faveur, comme on a dit hier, des personnes souffrant. Mais l'expérience nous dit que l'effet peut être surestimé. Il y a un bon pourcentage de la population qui serait immunisée. Donc, on a à l'avenir, notre objectif premier, c'est de survivre et de préserver et maintenir la collection et l'approche de base qui représente la comparabilité à travers des décennies. On voudrait capitaliser sur les données historiques et les matériaux pour des analyses à long terme. Ainsi, on voudrait évoluer pour développer de manière à maximiser l'utilité pour la connaissance et la santé publique. Ça veut dire faire des études ciblées et panoramiques, des collaborations et analyses de données plus sophistiquées, avoir donc des collaborations de laboratoire et des aspects d'immunité, et élargir aussi, si c'est possible, nos fonctions pour contacter d'autres pays et plaider en faveur de la réalisation d'enquêtes sérologiques comparables. C'est merveilleux de connaître ce qui se passe au Canada pour qu'on ait plus de pathogènes et exploiter des synergies potentielles avec des études plus sophistiquées, comme je disais, par exemple des cohortes avec des sujets mieux définis et des données plus complètes. Je voudrais remercier les laboratoires qui nous ont fourni des sérums fidèlement pendant des années, et aussi des personnes qui nous ont soutenus et notre équipe séro-épidémiologique qui nous a soutenus. Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée. Merci beaucoup, Olaf. Il s'agit vraiment d'éclairs très intéressants. On en voit la legs de votre connaissance. Il faut survivre, il faut se prolonger, il faut se complémenter. Ce sont vraiment des sentiments qui sont très utiles pour nous tous. Et maintenant, donc à notre prochain invité,
le docteur Hans Zager. Oh. Do you see my screen? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit bien votre écran. Et maintenant, vous mettez en mode présentation. Est-ce que ça y est? Ça remplit l'écran? Merci beaucoup de m'avoir invité, chers collègues. Je m'appelle Hans Zayer, je suis microbiologiste médical, donc du service de recherche Sanquin. Nous sommes le service national qui est responsable de la collecte du sang. Nous avons donc une banque biologique et on fait la collecte à tous les deux ans. Donc, on a environ 1,5 million d'échantillons. On fait de la collecte chez les groupes d'âge de 18 à 50 ans. Je vais vous donner donc 3 impressions d'exploration d'infections émergentes chez les donneurs néerlandais. Je n'irai peut-être pas en profondeur, mais j'espère que vous allez en être inspiré par ma présentation. Voici donc une image d'un livre pour enfants d'une ferme. On voit plusieurs espèces d'animaux et des personnes heureuses. En réalité, voici une ferme néerlandaise. Nous faisons vraiment un élevage intensif dans les Pays-Bas. Il y a 2 bénédictions, si vous voulez, qu'on peut en retirer. Inaudible pour l'interprète. Les 2 prochaines éclosions que je vais vous présenter sont venues des fermes. On veut protéger la sécurité des transfusions dans les Pays-Bas. Ici, on voit donc les statistiques sur les spores de Coxiella burnetii transportés par l'air, des cas donc notifiés de fièvre Q humaine aux Pays-Bas entre 2007 et 2010. Vous voyez donc à toutes les semaines, nous avons signalé les cas. Il y a 2 endroits où on surveille la situation. Donc, le médecin généraliste Rob Besselik s'est inquiété et a prévenu les autorités quand il a vu la recrudescence, mais les autorités ont décidé de ne rien faire parce qu'il y avait un expert qui disait que l'approvisionnement du lait de chèvre allait en être impacté. Alors, on a vu qu'il y avait très peu de cas selon le gouvernement. Alors, on a entamé une étude intensive. On a dû le faire par nous-mêmes parce que le gouvernement est resté étrangement passif. Donc, Sanquin a mené des études locales donc à raison de 40 000 échantillons collectés pour déterminer la sérologie et l'incidence locale. Et à notre étonnement, on a trouvé que 6% du lait inaudible pour l'interprète. C'était très inquiétant parce que ça voulait dire qu'au niveau local, il y avait des dons locaux positifs à l'ADN. On a dû donc établir notre propre test PCR pour trouver les bactéries C. burnetii. Donc, 3 sur 1000 dons locaux étaient positifs. Comme je disais, par nécessité, on devait donc faire une sérosurveillance. Je ne peux pas avancer dans les... Et finalement, le gouvernement a
passer à l'acte parce qu'il y avait trop de gens hospitalisés et on a dû faire l'abattage de tous les troupeaux infectés. On a dû donc vacciner toutes les personnes et les chèvres en bonne santé et on n'a jamais revu ce virus. La deuxième bénédiction qu'on a pu en retirer de toute cette expérience, c'est que il y avait une hépatite qui pouvait résulter par la mort ou par la cirrhose, et que cela aurait été donc occasionné par le virus VHE de génotype donc de 3. On a donc perdu environ 12 millions de porcs par année. C'est donc un taux d'infection tellement élevé que chaque fois qu'on abat les porcs, cela a un impact inaudible pour l'interprète. Le micro de notre interlocuteur n'est pas adéquat pour une interprétation fidèle. On fera de notre mieux. Un de nos techniciens a visité les supermarchés au niveau local. Après que nous avons vu donc la recrudescence du VHE génotype 3 et 80% de ces produits du supermarché ont testé positif et la majorité ont enregistré donc les fragments du virus. Donc, c'est 1 sur 5 des saucissons. Les aliments aux Pays-Bas peuvent contenir ce virus. Les Pays-Bas peuvent inaudible pour l'interprète. Les résultats de notre dépistage sont ici visibles. Donc, le pic était en 2014 quant à l'infection silencieuse par le VHE chez les donneurs néerlandais. Si vous voyez ce graphique, vous allez trouver que ce virus aurait été introduit en environ 2010 et atteint les êtres humains par les produits du supermarché. On pourrait présumer cela. Mais nous avons donc un repositoire de plusieurs échantillons d'autres parties des Pays-Bas qui couvrent les autres années. Nous sommes tournés vers nos échantillons congelés et on voit qu'il y a un effet de cohorte. Si on regarde les anticorps des donneurs, on voit que les séroprévalences rendues en 2023 sont en train de descendre. Si on regarde les donneurs entre donc 30 ans et de 20 ans à 30 ans, il y a donc une recrudescence du VEH inaudible pour l'interprète. Slides which would suggest a recent introduction. Yes, that's true, but it was much worse. Les diapos précédentes semblent indiquer une introduction, mais ça a été pire par le passé. Bon, un troisième exemple est peut-être le plus pertinent.
J'espère que vous n'avez pas beaucoup d'hépatite E chez vous. C'est déjà assez mauvais d'avoir le coronavirus. Bon, le gouvernement a demandé la collaboration de la Banque de sang et d'indiquer combien de personnes âgées de 80 ans avaient une infection acquise. Bon, fin 2020, le vaccin est devenu disponible et on a ajouté un test d'anticorps qui démontrait assez bien l'occurrence. Bon, vous voyez que la proportion augmentait assez rapidement. Bon, le graphique il y a un certain nombre d'effets intéressants dans ces graphiques. Il y a une pique chez les personnes les plus âgées. Bon, la ligne en violet augmente assez rapidement, mais des gens comme moi ont évité l'infection jusqu'à la fin. Alors, cette courbe est la plus lente à monter, mais c'est déjà vieux. Il faut regarder dans votre propre pays. Ici, c'est un peu plus spécialisé. Chaque tranche dans le temps concerne les personnes sans anticorps pour anticapsid. Ils sont protégés par vaccination seulement. Et on utilise les tests comme marqueur de réinfection. Ici, on voit des choses intéressantes. On peut notifier le gouvernement ici en décembre 2021. Mais les niveaux de vaccination à l'époque, les gens n'étaient protégés que par vaccination à l'époque et ça a diminué rapidement. Bon, la priorité, on a donné la priorité à la vaccination juste à temps pour prévenir une importante éclosion de corona chez les... Maintenant, il y a peu de gens qui n'ont pas eu une véritable infection. On pourrait penser que ces petites hausses se sont distribuées de façon aléatoire. J'espère que vous voyez le pointeur ici. Vous voyez ce creux dans toutes les courbes. C'est l'effet AstraZeneca, on l'appelle. Bon, des gens ont été invités à avoir une dose d'AstraZeneca s'ils avaient 65-60. C'est un phénomène un peu curieux, intéressant du point de vue scientifique seulement, mais si vous avez une dose. Dans ma cohorte, par exemple, tout le monde était vacciné avec même les gens qui n'avaient pas eu une infection acquise. La diapo peut-être la plus intéressante pour vous. Ici, on a deux types d'essais sur les nucléocapsides. Ce sont des donneurs infectés début 2020. Si on veut étudier comment les niveaux d'anticorps atteignent leur crête. Bon, on voit que c'est très sensible. Au-dessus de la ligne rouge, c'est les résultats positifs. Le signal baisse un peu, mais demeure positif. On a l'Omicron et ça monte. Et vous voyez, on peut trouver des cas de pays européens qui indiquent la proportion de citoyens avec une infection acquise, mais ça augmentait si rapidement qu'on finalement on n'a que des données sur les personnes infectées au cours de l'année précédente. On pourrait conclure que ce n'est pas un bon essai parce que ça devient négatif rapidement et que ça, quel autre est supérieur? Oui et non. On vient de on voit ici, sous la ligne négative-positive, la voici, on voit les réinfections qui montent, on le voit tout le temps, ça monte et ça descend, même des donneurs et qui ont 4 épisodes de hausse et de baisse. Il est impossible de l'analyser à la main. Un des scientifiques les plus expérimentés a rédigé un script et a demandé à l'ordinateur de sélectionner
les dons parmi ce groupe de donneurs où au Soudan, il y a au moins une hausse d'anticorps antinucléocapsides bon, dans un multiple de 4. On ne sait pas quand la réinfection s'est produite, mais sans doute à mi-chemin entre, on a fixé à mi-chemin entre les dons quand les anticorps baissaient et l'autre quand les anticorps ont augmenté. Et on voit l'incidence de réinfection à 100% par donneur. C'est tous les donneurs dans l'année ont été réinfectés dans l'année. Plus d'une infection à Omicron par personne. Bon, ça demeure tout frais comme information. Il y a quelques jours, j'ai obtenu les résultats nationaux pour les charges de RNA ou d'ARN plutôt de COVID dans les égouts. Il semblerait qu'on a des données là-dessus. Les voici. Les points sont les charges virales de virus dans les égouts. Alors, j'ai créé une moyenne mobile sur 19 ans et c'est la courbe en vert foncé. Bon, si vous regardez la courbe orange, ça c'est le signal d'au moins 2 fois et demi de plus d'anticorps nucléocacides. C'est peut-être, bon, si je superpose la courbe verte et la courbe orange, et c'est trop beau pour être vrai, il semble y avoir une excellente corrélation, même si ce qu'on supposerait être des artefacts sont présents dans les deux courbes. Bon, j'ai créé cette image hier soir, mais si c'est vrai, vous pourriez avoir un outil très simple pour estimer le nombre de réinfections au SARS-CoV-2 en faisant un essai sur les anticorps anti-nucléocapsides. Bon, tout ça a été fait par mon excellente équipe composée de ces gens et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Hans. Et vous serez heureux de savoir que nous ne servons aucun produit d'origine porcine à nos participants ici. Et merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vos projets. Maintenant, c'est Helen Ward qui va présenter à vous. Bon, je ne suis pas co-hôte et je dois l'être pour pouvoir présenter. Bon, maintenant, vous devriez pouvoir partager. Oui, c'est vrai. Je le suis. Est-ce que vous voyez mon écran? Voyez-vous mon écran? Non, nous voyons un fond d'écran foncé. On a un cadre, mais sinon, rien. Bon, le partage n'est pas encore en cours. C'est peut-être en train de traverser l'Atlantique. Bon, d'après mon ordinateur, le partage ne réussit pas. Je tente de nouveau. Et c'est mieux? Oui, c'est parfait. Ben. Très bien. Bon, oui, le partage d'écran réussit à passer l'étape de l'immigration. Merci de l'invitation de vous parler aujourd'hui. Je vais parler d'une étude particulière qui est une approche un peu différente par rapport à ce qu'on a vu hier et aujourd'hui. C'est les essais de masse à l'aide d'autotests que nous avons effectués au Royaume-Uni ou en Angleterre
pendant la pandémie du SARS-CoV-2. Je voulais ouvrir une discussion sur cette approche comme complément des études dont il a été question jusqu'à maintenant. Je n'ai pas de conflit à déclarer. L'étude REACT, Real-Time Assessment of Community Transmission, une étude mise sur pied rapidement en avril-mai 2020 en réponse à une demande du gouvernement de faire de la surveillance dans la communauté pour avoir un échantillonnage aléatoire de la population d'une taille suffisante pour pouvoir estimer la prévalence du virus dans la communauté à l'aide des essais PCR avec des échantillons recueillis à la maison par les gens. Bon, je vais parler de l'étude REACT 2 liée, couplée. On a envoyé des trousses d'auto-essais qui sont disponibles en mars 2020 de qualité variable pour ce qui est de leur capacité de détecter les anticorps. Bon, je vais parler finalement de REACT 2. Cette étude, les données ont été recueillies à partir de juin 2020. On s'est mobilisé très rapidement. Il y a eu 6 rondes jusqu'en mai 2021. Ça a été une étude communautaire, des échantillons aléatoires. Nous avons une liste qui couvre plus de 99% des résidents. On a utilisé les personnes sur cette liste. On a invité des gens par lettre de toutes les régions de l'Angleterre, plus de 200 régions locales. On a invité les gens à s'inscrire en ligne ou par téléphone. Ensuite, ils ont reçu une trousse. On leur a demandé de donner du sang, un prélèvement au doigt, et ensuite de nous donner des résultats et de nous envoyer une photo du test terminé. Sur les 6 rondes, plus de 900 personnes se sont testées plutôt et ont signalé un résultat. Je voulais simplement vous dire que beaucoup de choses dont on a parlé maintenant est basé sur les échantillons rétrospectifs recueillis à d'autres fins. Quand on a envoyé nos lettres d'invitation, on pouvait avoir des résultats entre 90 et 100 000 personnes. Il y a donc quelque chose d'intéressant au niveau de la rapidité et de l'échelle d'une étude comme celle-ci. Et on peut parler des inconvénients au niveau des tests et des résultats en tant que tels. Mais cette approche a beaucoup de qualités. Pour le faire, nous devions nous assurer qu'on obtenait des résultats raisonnables auprès des gens qui ont accepté. La première étude que nous avons effectuée en avril, avant de faire l'étude à l'échelle nationale, nous avons testé l'acceptabilité et la facilité d'utilisation. Quand on a reçu les tests et qu'on a décidé que nous allions faire l'étude, on a fait des tests d'utilisation auprès de 320 conseillers publics. C'est une liste qu'on a déjà au sein de mon groupe de recherche. Et ensuite, on a fait un projet pilote auprès de 14 400 études sélectionnées de manière aléatoire. Plus de 98% des personnes inscrites ont tenté le test. Plus de 97% des tests ont été terminés et un résultat a été obtenu dans 94%. Et on a eu une concordance élevée avec les résultats tels qu'interprétés par un clinicien. Le retour d'information de cet exercice d'encadrement du mois d'avril nous a permis d'améliorer la trousse. Des gens ont dit que la recette ne fonctionne pas correctement ou la pipette pour transférer le sang du doigt au dispositif, par exemple, et nous avons clarifié les instructions. En même temps, nous avons évalué le test. On a évalué 5 tests. Vous voyez les résultats à droite au niveau de la sensibilité. Ces différents tests
en dehors du OneFlow, qui a été lamentable. La plupart ont eu une assez bonne sensibilité et une spécificité plus élevée. Nous avons, on a utilisé les travailleurs de la santé au niveau local, et 276 travailleurs de la santé qui avaient une infection confirmée par PCR depuis plus de 30 jours avant la collecte de l'échantillon. Nous leur avons demandé de faire le test eux-mêmes et nous avons recueilli des sangs pour faire un essai sérologique sur eux à l'aide d'un analyseur. Et nous avons utilisé 500 sérums stockés en période pré-pandémique. La plupart étaient très spécifiques avec une sensibilité variable. On a sélectionné le Fortress Lateral Flow NMNUAC avec une cible protéique de la pointe structurelle du corynus, avec les limitations dont Hans vient de parler. Lorsque les vaccins sont arrivés, on a pu mesurer que la prévalence soit de l'infection ou de la vaccination, sans pouvoir les distinguer. Et nous les avons comparés aux tests ELISA interne et au test Fortress. Nous avons fait aussi d'autres études. On a utilisé la neutralisation du virus vif pour vérifier la validité et nous avons eu des résultats raisonnables. À gauche, vous avez l'association des résultats obtenus en lateral flow chez les travailleurs de la santé et à droite, chez les gens qui avaient été vaccinés, ce qui montre que même s'il y a eu de faux négatifs, les résultats étaient raisonnables, tant en post-infection qu'en post-vaccination. Plus tard, nous avons demandé aux gens qui faisaient les tests, plus de 4000 personnes, de nous fournir un échantillon de sérum recueilli à la maison. Nous avons donc pu faire un essai quantitatif parce que nous trouvions une plus faible prévalence lorsque la vaccination est arrivée, une prévalence plus faible des anticorps par rapport aux essais sérologiques basés sur le sang. Bon, on voit que le IA était moins sensible. À ce stade-là, presque tout le monde, si on utilisait l'essai Roche, tout le monde avait un résultat séropositif, alors que la prévalence était plus faible chez nous. On a beaucoup travaillé avec des conseillers publics sur la façon de lire correctement le test et on a développé un apprentissage automatique des résultats de l'autodiagnostic qui analysait les photos. On a fait des essais sur 600 photos et le système automatisé était essentiellement d'accord avec les lecteurs humains. Finalement, l'alpha automatisé avait donné de meilleurs résultats si dans les cas où le résultat IgG était plus faible, sans doute chez des gens dont les anticorps étaient en diminution dans le temps. Je vais parler brièvement des résultats obtenus. Bien que ce ne soit pas un test parfait en laboratoire, nous estimons avoir pu obtenir beaucoup d'informations utiles à des fins de surveillance dans une situation d'urgence. Bref, un modèle pour une surveillance à plus long terme, parce qu'on peut rejoindre beaucoup de gens en assez peu de temps. La première ronde, en juin 2020, 6% des personnes ont signalé un résultat positif pondéré selon différents taux de réponse. 6% étaient positifs pour les anticorps. Et en haut, vous voyez les différentes rondes. Donc, avant les vaccins, c'est en bleu. 6, 4,8, 4,4. Donc, les anticorps baissent. Comme d'autres personnes ont mentionné hier, après la première
grande éclosion de la pandémie au printemps de 2020, trouvait que seulement 6% des personnes avaient des anticorps. On a surpris plusieurs, mais donc ça a diminué dans le temps. Les gens ont dit ça ne peut pas diminuer, mais ça a effectivement diminué. C'est une démonstration précoce d'une diminution des anticorps au niveau de la population, mais aussi chez les personnes hospitalisées. Et on le voyait aussi dans les cohortes de travailleurs de la santé. Ensuite, il y a une augmentation avec la deuxième vague d'infection et la hausse lors de la vaccination quand les vaccins sont arrivés fin 2020. Dans l'ensemble, le taux de réponse était de 29-30%, donc ce n'est pas parfait, mais comme c'est toujours le cas avec ces études, nous avons estimé que c'était quand même raisonnable puisqu'on a fait ça à la suite de l'envoi d'une lettre. Je vais parler rapidement des principales conclusions. D'abord, nous avons pu estimer l'échelle de la première vague parce que nous avions les prévalences spécifiques pour les groupes d'âge. On a pu ajuster pour l'âge, pour le sexe. On a pu regarder la variation. La première ronde, 6% de prévalence. On estimait que 3,4 millions d'adultes avaient des anticorps en juillet 2020. Il y a une variation selon les régions, l'âge, l'appartenance ethnique, le travail, la privation et la taille du ménage. On a pu aussi estimer un taux de létalité, 0,9, un peu moins de 1, et de l'évaluer selon ou de l'estimer selon l'ethnicité. Parce qu'il y a des préoccupations que des gens noirs ou d'origine ethnique risquaient d'avoir des infections graves et d'en mourir. Nos travaux ont indiqué que c'est parce que les gens avaient plus de chances d'être infectés à cause de leur travail et d'autres facteurs sociodémographiques. Quand on ajustait pour l'âge et le sexe, les taux étaient les mêmes, l'IFR. Quand les gens, on a demandé aux gens s'ils avaient des symptômes et quand. Bon, les différents bleus représentent les différentes ondes. On a demandé aux gens quand ils pensaient avoir été infectés. Et on a suivi de près, on a regardé de près le forme et l'intervalle chronologique de la courbe. Si on regarde les hospitalisations qui sont un peu plus tard et les décès qui sont de nouveau un peu plus tard. La deuxième principale était la diminution de la prévalence d'anticorps en septembre 2020, 26% en 3 mois. La plus forte baisse a été chez les personnes plus âgées et les personnes qui avaient eu une infection asymptomatique. Il n'y a pas eu de baisse chez les travailleurs de la santé. C'était peut-être à cause d'une exposition répétée ou une très forte exposition initiale. Troisième conclusion principale, la variation de la réponse des anticorps à la vaccination. Le graphique à gauche montre tous les participants en gris, en bleu pâle, c'est le vaccin Pfizer-BioNTech. AstraZeneca, c'est le bleu plus foncé. Et on voit que dans le temps, bon, à la suite d'une vaccination déclarée, il y a une forte hausse de la prévalence des anticorps et de la positivité qui baisse ensuite rendue à 3 mois. C'était passablement plus bas quand le deuxième vaccin est intervenu et ça augmente de nouveau. Et c'était plus faible de façon systématique avec AstraZeneca. Et à droite, les personnes qui étaient préalablement exposées en foncé avaient une réponse plus forte et plus élevée s'ils avaient été infectés. Les personnes non infectées avaient une réponse plus faible et une diminution des anticorps plus rapide. Le quatrième résultat principal, les réseaux étaient associés. C'était une recherche de surveillance, comme Marie a dit, il y a un chevauchement, mais on a fait ça à titre de recherche.
on a demandé aux gens la permission de faire un couplage avec leur dossier du Service national de la santé et la permission de communiquer avec eux par la suite au besoin. On a créé donc une cohorte d'environ 3 millions de personnes et nous faisons le suivi auprès d'eux pour les détails de leur historique de COVID-19. Bon, pour les gens qui ont eu un test négatif lors de l'autotest avec le doigt, le centre du doigt, pour voir s'il y avait un résultat différent par rapport aux gens qui ont eu un test positif. Les gens étaient préoccupés. Les gens qui ont eu la COVID-19 et ou ont été vaccinés, ce qui sont assez négatifs, vous pourriez dire que c'est parce que notre test était peu sensible, mais c'était associé, si vous en étiez négatif, avec un risque plus élevé d'hospitalisation à la suite d'une COVID multiplié par 3 dans les 6 à 9 mois suivants et une probabilité de décès plus élevée et de décès pour cause de COVID plus élevée. Bon, il y a d'autres explications de ces phénomènes, mais définitivement, on voyait des gens qui étaient plus vulnérables à une infection future. Les implications, nous avons démontré à une grande échelle la faisabilité et l'acceptabilité des tests auto-administrés. C'est fiable, c'est rentable et on peut le faire rapidement et à l'échelle. Ça nous a permis de faire des estimations sur l'ampleur et la répartition des premières vagues d'infection et de voir les groupes touchés de façon disproportionnée. On a pu estimer le taux de létalité. Nous avons été parmi les premières à documenter une baisse documentée de la positivité après l'infection et la vaccination. Et donc estimer la chance d'avoir une immunité collective. On a fait de la recherche sur les impacts à long terme sur la santé et aussi que le résultat était associé à l'hospitalisation ou au décès. En conclusion, je pense que c'est quelque chose, les autotests sont à envisager. On a pu rejoindre des centaines de milliers de personnes. Les gens qui ont participé ils demeurent enthousiastes. La technologie de l'autodiagnostic est efficace. On ne veut pas nécessairement demander aux gens de venir dans des établissements de santé en pandémie. On a communiqué avec le public tout au long. Le taux de réponse est problématique. En ajustant pour l'âge, le sexe et la privation, nous n'avons pas pu surmonter entièrement le biais de participation. Mais nous avons publié nos méthodes dans le American Journal of Public Health l'an dernier et le note de la rédaction a dit que l'étude de REACT 2, dans laquelle, en utilisant des tests auto-administrés à domicile, des informations sur la séroprévalence ont été produites en quelques jours. Nous pensons qu'il est nécessaire de donner plus de poids au système de surveillance basé sur la population. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Helen. Et merci à tous nos présentateurs et présentatrices. Nous respectons notre ordre du jour. Vous avez provoqué toutes sortes de questions. Nous allons devoir les prendre en mode virtuel. Nous encourageons les gens donc à communiquer avec vous pour vous transmettre leurs questions. Mais vous nous avez confié à une véritable fête de contexte dans 3 situations différentes avec beaucoup de perspectives historiques remontant à l'épidémie de la grippe russe. Ensuite, en gardant le côté zoonose et ensuite un cas où on voyait qu'il est possible d'agir rapidement et efficacement à l'aide des autotests, les autodiagnostics. Merci d'avoir partagé et nous avons hâte de faire le suivi et d'en apprendre plus. Sur ce, nous passons à la pause café ici.
limiter à 15 minutes et maintenant 14 parce que nous avons un autre panel qui commence dans moins de 15 minutes.